Bernard Clavel, L'homme du Labrador, chapitre 6. L'homme du Labrador est allé chercher sa valise. Il n'a pas dit à quel endroit, et Nelly ne lui a rien demandé. Elle l'a accompagné jusque sur l'autre rive de la Saône, par le pont du Change, fière de marcher à côté de lui, puis elle est revenue par la passerelle du palais. Comme chaque matin, à 11h moins 5, elle était à son travail. Le patron lui a tout de suite tendu l'argent des commissions. Elle est allée acheter 2 belles tranches de foie de porc, un pas fendu et 1 kilo de pommes rouges. Pour accommoder le foie, elle fera des nouilles. Entre 11h30 et 1h de l'après-midi, c'est la grosse bourrée. Les gens se bousculent pour s'approcher du comptoir. Ce n'est pas le moment de traînasser. Le patron grogne sans arrêt. Il trouve la rouquine trop lente et l'appelle « grosse paysanne ». La jeune femme est de Courbouzon, petit village de Revermont tout proche de Lons-le-Saunier. Ces noms-là ont le don d'amuser les clients. La serveuse hausse les épaules. Elle n'est pas fille de cultivateur. Son père, qui était sergent-chef au 44, a été décoré à Verdun, 2 fois blessé. Il est responsable de la sécurité à la vache qui rit. Sa mère, qui fait les bureaux de la direction le matin, tient la maison du docteur l'après-midi. Nelly a un frère de 2 ans son aîné, mécanicien d'entretien dans la même usine. C'est une famille honorable et qui gagne bien sa vie. Aujourd'hui, la rouquine paraît loin. Elle va son chemin de besogne dont les bornes toujours les mêmes sont des côtes Beaujolais, des Pernod, des blancs cassés ou des cafés. Elle suit cette route sans surprise, mais ses regards ne sont plus pour ce bistrot exigu. Ils ignorent les murs au plâtre labouré, à la peinture cloquée et fendillée, pour s'en aller par-delà les limites ridicules de la cité et du continent, vers des espaces dont les buveurs accrochés à leurs verres ne soupçonnent même pas l'existence. Ces gens-là ne savent rien. Certains d'entre eux croient avoir vécu la grande aventure parce qu'ils ont passé 4 années dans la boue des tranchées. D'autres ressassent sans trêve les péripéties dérisoires de leur service militaire. Mais aucun, jamais, ne connaîtra de véritable évasion. Pour le moment, d'une table à l'autre, le centre d'intérêt se limite au paquet de gauloises qui vient de passer de 2 francs 30 à 2 francs 70, au souvenir des exploits de la PEBI dans le Tour de France, à un nommé Max Dormois qui aurait fait des révélations scandaleuses, au discours incendiaire de cet Adolf Hitler qui passe des heures à traiter de cinglé, rien que des broutilles, des petites choses, sans aucun véritable intérêt. Sans foi, la serveuse s'est portée jusqu'au seuil pour suivre des yeux un passant. Le coup de feu terminé, elle s'est enfermée un moment dans la souillarde pour cuire la viande et les pâtes. Elle a ouvert une boîte de sauce tomate. Ils ont mangé face à face sur la table qui se trouve dans l'angle de la salle, collée à l'extrémité du comptoir. Puis, avant même que Nelly ait eu le temps de laver les assiettes, le patron a bu un café brûlant et s'en est allé en lançant « Je sais pas ce qui te revire dans la tête depuis ce matin, mais t'as vraiment l'air d'être ailleurs. Tâche moyen de te réveiller un peu, tant que je serai pas là. » Elle a grogné en signe d'acquiescement et s'est empressée de faire la vaisselle. Les verres, passer la loque sur les tables, le balayer dans la salle déserte. À chaque instant, elle lançait un coup d'œil en direction de la rue. Sans doute parce que les personnes de son importance ne sauraient entrer en des lieux où règne encore un certain désordre, l'homme du Labrador est apparu dès que Nelly a eu fini de s'essuyer les mains. Il portait une petite valise de cuir marron aux angles renforcés de métal blanc et qui paraissait extrêmement fatigué. Nelly a marqué une légère hésitation, un peu comme si elle se fût trouvée sur le point de fixer le soleil en face. Puis, elle s'est précipitée, et la voici contre lui, frémissante, le rouge au visage, le souffle un peu court. Il a posé sa valise, il serre de toutes ses forces la jeune femme contre lui. On dirait qu'il se retrouve après toute une guerre de séparation, de peur et d'espérance. Nelly murmure « Je t'aime, tu sais, je t'aime. Je crois bien que c'est toi qu'il me fallait. Est-ce que tu penses qu'on va... » La question de Nelly s'interrompt. La porte vibre. Le garçon et la fille se séparent. Le bourrelier de la rue Saint-Jean entre en compagnie d'un représentant en sellerie qui a l'accent du sud-ouest. Ils vont s'asseoir et le commis voyageur va parler, un an plus fini. Nelly les sert, sans même demander ce qu'ils veulent. Un grand rouge pour le bourrelier et un café arrosé pour le bavard qui passe chaque mois. Freddy est allé s'accouder aux zinc. Nelly va prendre sa place derrière le comptoir. Elle se penche par-dessus le bac à plonge pour souffler. D'habitude, quand ils viennent, ça m'amuse d'écouter. Là, j'aurais mieux aimé qu'on soit tranquille. Leurs histoires d'Hitler, tu parles si je m'en balance. Le couple demeure un moment sans mot dire, puis Freddy demande.
Est-ce que t'as une bricole à grignoter? Le regard de la rousse s'assombrit. Mon Dieu, j'y pensais pas. T'as rien mangé? J'en ai enduré d'autres. Je peux te faire des œufs, il reste des nouilles. Fais-les chauffer, tu casseras tes œufs dessus. Toi, t'as des idées pour la cuisine, mon vieux. Quand on a l'habitude de s'arranger avec rien, un truc comme ça, c'est le Pérou. Il y a entre eux une épaisseur de joie, l'envie tout à fait visible de vivre et de partager. Il l'a vue dans la souillarde, où il soulève ses cheveux pour l'embrasser dans le cou pendant qu'elle cuisine. Si le patron arrivait, ça craint rien. Tu m'as dit qu'il vient jamais l'après-midi. Un client peut lui rapporter. Elle regagne la salle tandis que l'homme du Labrador mange ses œufs et ses pâtes sur le coin de la table abattante. De derrière son bar, elle l'observe, toute pleine d'admiration. Les deux clients ne semblent guère se soucier d'elle. L'après-midi a passé très vite. Le petit marchand de bâches s'est installé. Il a eu le malheur d'engager la conversation avec Freddy, à qui il s'est mis à parler des ouvriers qui ont foutu la France dans le pétrin avec les grèves. Vous vous rendez compte? On vient de fermer l'exposition universelle. Le pavillon du Mexique était même pas terminé. Mais l'autre se moque du Mexique autant que de Bloom et de l'exposition. Il s'est tout de suite mis à raconter son expédition avec force détails. Ils sont face à face à une table. Les soucoupes s'empilent. L'homme aux doigts coupés raconte, le vendeur de toile écoute, ne remuant que pour essayer de rallumer son mégot trempé qu'il suce et fait passer d'un coin à l'autre de sa bouche. À travers les verres énormes de ses lunettes d'écaille, il fixe son interlocuteur comme s'il comptait les fils du plus bel échantillon de tissu à bâche, jamais mis sur le marché. Ses hochements de tête en disent long sur son ébahissement. Souvent, il se tourne vers le comptoir pour lancer la serveuse. « T'entends un peu? Ça, c'est des mecs !» Les autres clients s'attardent presque tous davantage que d'habitude, mais nul ne peut s'incruster comme le marchand de bâches que son commis remplace. Vers les 6 heures, le cordonnier de la rue Juivry, un marchand de charbon des quais et 2 primeurs arrivent. On ne les voit jamais à pareille heure, pas plus que le boulanger de la place du Change ou le plâtrier peintre de Saint-Georges. Pourtant, tous se retrouvent là, avertis par on ne sait qui. Ils ont déplacé les chaises et font cercle. C'est surtout le boulanger qui paraît intéressé. Du moins, est-ce lui qui interroge. Les autres boivent les paroles de cet inconnu dont on dirait qu'il a le monde entier à raconter. Le globe, dans toutes ses dimensions. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa rondeur, mais aussi cette profondeur qui est celle du temps. Le boulanger, Joseph Berton, est un homme qui lit beaucoup. Il possède plusieurs ouvrages sur le Nord. Au début, il a semblé méfiant. Il devait douter un peu de ce que racontait Freddy. Il a parlé de choses bien précises et posé des questions sur la flore et la faune. Les autres écoutaient, subjugués par le savoir de ces deux-là, occupés à se lancer à travers la table des noms étonnants. L'orignal, le caribou, la mésange boréale, le gannet à tête jaune, le renard des toundras, l'épilobe, la camarine, l'épinette noire et 1000 autres mystères. À présent, le boulanger semble convaincu. Il fait avancer le récit de Freddy comme s'il avait lui-même participé à l'expédition. Lorsqu'un autre interrompt parce qu'il saisit mal un détail, c'est souvent lui qui réplique, un peu agacé de perdre du temps. « Mille dieux, tu connais rien, toi !» À la fin, il semble pris d'angoisse. À plusieurs reprises, il souffle. « Sacré nom, j'aurais seulement 10 ans de moins, j'hésiterai pas. Je partirai avec toi, Freddy. Et même si t'as pas récupéré ton plan, je te dis qu'on la trouverait, ta mine d'or. À nous deux, on trouverait, j'en suis certain. Ce doit pas être plus terrible que le chemin des dames ou les Dardanelles. » Le petit marchand de bâches se contente de dire « Moi, je les ai, les 10 ans de moins, mais je m'en ressens pas. À 48 ans, je suis déjà plus d'attaque. Seulement, si ce gars-là veut repartir, je m'engage à lui fournir la toile pour ses tentes et pour ses bagages. Et je vous jure que ce sera pas de la camelote. » Les autres se regardent un moment, puis le boulanger dit « N'empêche qu'on pourrait tous donner quelque chose. C'est comme ça qu'on finance les grandes expéditions. » C'est alors que le patron arrive. Jamais il n'a vu tant de monde chez lui à pareille heure. Les belouteurs ne tapent pas le carton, mais ils boivent. Et le patron se met à écouter lui aussi. Seule, Nelly se déplace. Elle s'arrange pour ne jamais perdre un mot de ce que raconte Freddy. Chaque fois qu'il faut renouveler les consommations, elle le fait sans bruit, évitant les chocs de verre et de bouteilles. Elle n'a pas à parler. Elle sait ce que chacun prend.
Elle verse les alcools, le vin, la bière ou le café comme l'homme du Labrador verse les mots. Elle va beaucoup moins vite que lui, qui ne s'interrompt jamais et conduirait son auditoire jusqu'à l'aube si le patron n'était là pour rappeler qu'il existe un horaire de fermeture que l'on doit respecter. Tous le regardent comme s'il venait de se mettre à chanter la Madelon à la cathédrale Saint-Jean, au beau milieu de la grand-messe. Il se tait. Un instant de silence s'immobilise, puis le boulanger souffle. Alors, ça s'appelle Nain, tu disais. Ouais, reprend Freddy. C'est le seul endroit habité. En dehors de ça, vous avez 3 ou 4 cahutes à moitié écroulées au fond d'une vallée. Autrefois, c'était un village. Hébron, il s'appelait. C'est au nord. Une terre de mirage. Les loups y sont plus nombreux que les hommes. Mais bon Dieu, ce que c'est beau. Les aurores boréales, ça vous coupe le souffle. Les nuits, avec juste le feu pour se protéger des bêtes, ça vaut le voyage, vous pouvez me croire. Et dès qu'il y a le moindre caillou qui se détache d'une falaise, ça vous fait un vacarme du tonnerre avec des échos qui n'en finissent plus. Il se tait. Un temps, puis il se lève en déclarant « Faut aller, le patron serait pas content ». Les autres remuent à regret, grognant contre l'horaire. Freddy ajoute « De me rappeler tout ça, vous pouvez me croire, ça me remue les tripes. Si je pouvais, je partirais maintenant, tout seul et sans plan. » Le bistrot est encore plein du terrible vent du nord. La neige se mettrait à tourbillonner autour du percolateur, que nul n'en serait étonné. Les rues du Vieux-Lyon sont noires et or, sous une petite pluie froide qui étire sur les pavés des reflets hachurés. Une pluie moins terrible à affronter que les tempêtes du Grand Nord, mais qui vous pénètre et tue en un rien de temps les rêves de pureté.